Le nombre pi, c'est quoi? Peut-être que vous vous rappelez des formules mathématiques qu'on utilise pour calculer la circonférence d'un cercle, l'aire d'un disque ou le volume d'une sphère. Peut-être vous savez qu'il est à peu près égal à 3,14. Mais d'où vient-il, ce fameux nombre pi? Comment l'a-t-on découvert et à quoi sert-il? Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre pi de deux façons. D'abord avec des moules à gâteaux, des verres et des boîtes de conserve. Puis avec des carrés et des hexagones. Mettons-nous un instant dans la peau de quelqu'un vivant avant les smartphones, internet, les ordinateurs et tous les outils de calcul rapide dont nous disposons aujourd'hui. J'ai un problème. J'ai un chariot et je voudrais savoir la distance que je parcours quand je l'utilise. Pour cela, il me suffirait de mesurer la circonférence d'une roue, de compter combien de fois cette roue tourne. Après un tour, ma roue s'est déroulée de sa circonférence. Donc en multipliant la circonférence par le nombre de tours, j'obtiendrai ma distance parcourue. Oui mais voilà, j'utilise parfois un autre chariot, dont les roues sont moins grandes. Donc il faut encore qu'on mesure la circonférence. Et puis, mesurer des circonférences avec un ruban par exemple, c'est pas très pratique. Et on peut vite faire des erreurs. Mais attendez, si la roue est plus petite, donc si elle a un plus petit diamètre, sa circonférence est aussi plus petite. Et s'il existait une relation entre ces deux, ça nous permettrait de calculer rapidement n'importe quelle circonférence à partir du diamètre ou du rayon, qui sont bien plus faciles à mesurer. Nous avons donc une hypothèse, que la circonférence est égale au diamètre multiplié par un nombre. Ce nombre, on peut l'appeler comme on veut, et nos ancêtres ont décidé de l'appeler pi, comme la première lettre du mot circonférence en grec. Reste à voir si ce nombre pi est le même quand on change de roue. Si la circonférence égale le diamètre multiplié par pi, alors pi est égal à la circonférence divisée par le diamètre. En mesurant la circonférence et le diamètre pour plusieurs objets, on verra bien si on trouve le même nombre pi. Dans cette vidéo, on va mesurer les objets suivants. Un verre, une boîte de conserve et 2 moules à gâteaux. Allons-y. On dirait bien que toutes les valeurs sont comprises entre 3,14 et 3,17. Évidemment, mes mesures ne sont pas super précises et soumises à ce qu'on appelle l'erreur expérimentale, ce qui explique pourquoi on s'approche mais on tombe rarement sur l'approximation connue de pi qui est 3,14. Il semble donc que notre hypothèse soit correcte. Le ratio circonférence sur diamètre semble être relativement constant si on prend en compte les erreurs de mesure et semble être proche de 3,14. Alors d'accord, on a une approximation. Mais comment être sûr que cette valeur est la même pour tous les objets, pour tous les cercles? En mathématiques, il ne suffit pas de trouver des approximations de façon expérimentale. Il faut surtout pouvoir prouver notre résultat. Pour ça, on va changer d'outil et utiliser des figures géométriques. L'idée de base est assez simple. La circonférence ou le périmètre d'un cercle, on ne sait pas faire. Par contre, calculer le périmètre d'un polygone, c'est-à-dire une figure géométrique composée de plusieurs segments, ça c'est simple. Il suffit d'additionner les segments pour trouver le périmètre. Notre cercle, on va donc commencer par l'encadrer entre deux carrés. Un à l'extérieur en rouge, avec un périmètre plus grand que la circonférence du cercle, et un autre à l'intérieur en bleu, donc avec un périmètre plus petit que la circonférence du cercle. Et si on choisit un diamètre d égal à 1 arbitrairement pour se simplifier la vie dans nos calculs, alors le ratio circonférence sur diamètre égale c sur 1, donc c. Autrement dit, en mesurant les périmètres des polygones encadrant le cercle, on va finalement mesurer les encadrements du ratio c sur d. On attribue cette découverte à Archimède en 250 avant Jésus-Christ environ, bien que l'origine exacte ne soit pas très claire. On appelle cette approche la méthode d'exhaustion. Alors on voit bien que les longueurs des côtés du carré à l'extérieur sont égales au diamètre du cercle. Donc, le périmètre du carré est égal à 4 fois 1, donc 4. Et le ratio c sur d est également égal à 4. On peut donc confirmer que le ratio c sur d pour un cercle, autrement dit le nombre pi, est bien inférieur à 4. Pour le carré à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué, mais on peut s'en sortir pour calculer la taille d'un côté et ensuite le périmètre. Pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que dans un triangle rectangle,
le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle 3, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous laisse une vidéo sur le théorème de Pythagore, ses origines et ses applications. On voit que la diagonale du carré est égale au diamètre, donc 1. Et la diagonale, c'est aussi l'hypoténuse des triangles rectangles dont les deux autres côtés forment les longueurs du carré. Elles sont donc égales et on a un triangle rectangle isocèle. Donc 1 au carré est égal à a au carré plus b au carré, mais c'est égal à 2 fois a au carré, puisque les deux autres longueurs sont égales. 1 au carré c'est 1, et si on divise par 2 de chaque côté de l'équation, on retrouve a au carré égale 1 demi. Et en appliquant la racine carrée de chaque côté, on a a égale racine carrée de 1 demi, soit 0,707 environ. Et finalement, on peut calculer le périmètre, puisque le périmètre, c'est 4 fois la racine carrée de 1 demi, ce qui est égal à 2,828 environ. On est donc mathématiquement certain que le ratio C sur D pour un cercle est entre ces deux valeurs, 2,828 et 4. Et en effet, notre approche expérimentale nous donnait bien des valeurs entre 3,14 et 3,17. Mais maintenant, comment augmenter la précision de notre estimation? Eh bien, ce qu'on vient de faire avec un carré, on peut très bien faire la même chose avec d'autres figures géométriques composées de plus de côtés, comme un hexagone par exemple. Commençons par l'hexagone inscrit dans le cercle, c'est-à-dire à l'intérieur du cercle. Dans un hexagone régulier, la moitié de la diagonale est égale à la longueur de chacun des côtés. En d'autres termes, un hexagone régulier est composé de 6 triangles équilatéraux collés les uns aux autres. Et on voit bien que la diagonale de cet hexagone correspond aussi au diamètre. Si le diamètre fait 1, chaque côté fait donc 1 divisé par 2, 1 demi. Le périmètre bleu fait donc 6 fois 1 demi, donc 3. Et notre ratio est donc 3 sur 1, 3. On sait donc maintenant que pour un cercle, le ratio C sur D est entre 3 et 4. Et si on augmentait encore la précision en calculant cette fois le périmètre, la circonférence de l'hexagone circonscrit, c'est-à-dire à l'extérieur du cercle. Cette fois, c'est un peu plus compliqué, mais n'ayez pas peur. On voit bien que le diamètre de l'hexagone est plus grand que le diamètre du cercle. Mais finalement, ce qu'on cherche, c'est la longueur d'un côté de l'hexagone. Il suffira alors de multiplier ce chiffre par 6 pour trouver le périmètre. L'astuce ici est de se rappeler qu'un hexagone, c'est 6 triangles équilatéraux. Et que, dans un triangle équilatéral, la médiane est aussi une hauteur. En bref, le segment qui part de l'origine, du centre du cercle, jusqu'au milieu d'un des côtés de l'hexagone à l'extérieur, forme deux triangles rectangles symétriques, dont l'hypoténuse, encore une fois le côté opposé à l'angle droit, mesure le double du plus petit côté de ce triangle rectangle. Puisque l'hypoténuse correspond à un côté de l'hexagone et que le plus petit côté du triangle rectangle correspond à la moitié d'un côté de l'hexagone. Et quand on a affaire à un triangle rectangle, on peut encore une fois appliquer le théorème de Pythagore. Ce qu'on cherche, c'est la valeur de C, qui correspond à la longueur d'un côté de l'hexagone à l'extérieur. D'après le théorème de Pythagore, on sait que a carré plus b carré égale c carré. Mais on sait aussi que a, c'est la moitié de c, donc c divisé par 2, donc c sur 2 au carré plus b sur 2 au carré égale c carré. En appliquant le carré au numérateur et au dénominateur, on obtient donc c carré égale c carré sur 4 plus b carré. On va maintenant isoler c, c'est-à-dire avoir tous les c carrés du même côté de l'équation. Ici, il suffit de soustraire c carré sur 4 de chaque côté, ce qui nous donne c carré moins c carré sur 4 égale b carré. Puis on met les c carrés au même dénominateur, ce qui nous donne 4c carré sur 4 moins c carré sur 4 égale b carré. 4c carré moins c carré, ça nous donne 3c carré, donc on a 3c carré sur 4 égale b carré. Il suffit maintenant d'isoler c carré en multipliant par 4 et en divisant par 3 de chaque côté. Donc on a 3c carré égale 4b carré, et donc c carré égale 4b carré sur 3. Pour obtenir c, on applique la racine carrée de chaque côté de l'équation, donc c égale la racine carrée de 4b carré sur 3, c'est égal à la racine carrée de 4 fois la racine carrée de b carré divisé par la racine carrée de 3. La racine carrée de 4, c'est 2, la racine carrée de b carré, c'est b, donc c'est égal 2b sur racine carrée de 3. Puisque b est égal au rayon du cercle, et qu'on a pris comme diamètre 1, b est donc égal à 1 demi. Donc c égale 1 demi fois 2 divisé par la racine carrée de 3, donc 1 sur la racine carrée de 3. On a donc trouvé la valeur de la longueur d'un côté de l'hexagone circonscrit. Maintenant, il suffit de calculer le périmètre de cet hexagone qui est égal à 6 fois 1 sur racine de 3, qui est égal à 3,464 environ.
On peut donc maintenant affirmer que le ratio C sur D pour un cercle est compris entre 3 et 3,464. Mais alors, évidemment, cet intervalle est encore trop large pour être utile. Ce qu'a fait Archimède, c'est de continuer ses calculs en doublant le nombre de côtés des polygones inscrits et circonscrits jusqu'à 96 côtés. Puisque plus le polygone a de côtés, plus les côtés sont petits et plus le périmètre du polygone ressemble à la circonférence du cercle. Je ne veux pas vous montrer aujourd'hui cette technique, mais dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Avec cette méthode, Archimède est parvenu à un encadrement de pi entre 3,1408 et 3,1429. Pour rappel, pi arrondi à 4 décimales est égal à 3,1416. Alors de nos jours, on sait calculer pi avec beaucoup plus de précision en utilisant différents algorithmes avec des ordinateurs de plus en plus puissants. De toute façon, pi est un nombre irrationnel, avec un nombre infini de décimales sans suite logique. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'en avoir des valeurs approchées. Et honnêtement, dans la vie de tous les jours, les approximations à quelques décimales sont largement suffisantes. Par exemple, une roue de vélo de rayon 50 cm parcourra 31 km et 415 mètres après 10 000 tours, si on prend pi égal à 3,1415. Et cette même roue parcourra 31 km 416 mètres si pi égale 3,1416. Autrement dit, une différence de 1 mètre après une balade en vélo de 30 km, ce qui est franchement négligeable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura permis de mieux comprendre et apprécier le nombre pi, ses origines et ses utilisations. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Salut à tous!